Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et à vous tous, en vous remerciant d'être là pour ce rendez-vous qui devient un peu traditionnel du club au moment de Batimat. Il me faut également remercier les organisateurs de ce mondial, donc notamment RX France avec Jean-Philippe Guillon qui nous reçoit, et puis Samuel Burner qui est également responsable des conférences et qui nous aide à organiser tout ça. Donc merci à eux deux. Alors, comme vous savez, on travaille dans un moment qui n'est pas très simple pour notre métier, où la situation du marché n'est pas exceptionnellement bonne, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu préoccupante, parce que pour la première fois, on a même un recul d'entretien et rénovation de 0,5% quand on fait nos études. Quand on regarde même certains indicateurs qui a sorti la CAPEB, on se rend compte que les ventes de logements anciens cumulé sur un an se retrouve inférieur de 23% par rapport aux ventes de l'année précédente. Donc ça veut dire que moins de ventes, moins de rénovations. Bon, pour autant, on va quand même conserver du positif, puisqu'on a l'inflation qui baisse, les taux d'intérêt qui commencent un petit peu également à baisser. On ne sait pas quels seront les effets du discours du Premier ministre. On en aura après un peu plus d'éléments lorsqu'il y aura le budget sera déposé. Déjà, bon, on sait que les retraités ne seront pas augmentés, mais ça, c'est le problème des retraités, c'est pas très grave. C'est pas ça qui empêchera le logement de marcher. Mais une fois qu'on aura tous les éléments, on pourra effectivement savoir après si ça peut être un facteur débloquant pour aller un petit peu plus vite dans le retour à quelque chose d'un peu plus normal. Ceci étant, les primes adaptes ont fortement augmenté. Donc ça, c'est plutôt un bon signe aussi. Voilà, donc, et moi, le sujet que je voulais aborder avec vous dans mon introduction, c'est, voilà, il y a ces éléments-là qui ne sont pas géniaux. Et puis il y a nous, où on peut beaucoup. Je trouve que, alors nous, il en manque, hein, mais il y a ce qu'on appelle des sachants, des gens qui savent. On a tendance, comme on sait, à compliquer. J'ai toujours en tête, pour l'artisan de base, qui à peine a pris une RT, il y a déjà la nouvelle RT qui arrive. Et on n'a pas eu le temps de l'expliquer, pas eu le temps de la comprendre. Donc à vouloir trop bien faire, quelquefois on fait trop compliqué. Et on a oublié, je pense, quelque chose de très important. Alors moi, je suis quelqu'un issu de la distribution, donc j'avais ça, mais je vais citer un gros mot, on a un peu oublié le marketing. Et on a un peu oublié qu'on a un client final qui est le propriétaire de sa maison, et c'est lui seul qui décide s'il fait les travaux ou pas. Et ce monsieur, s'il ne comprend pas comment ça marche, s'il a face à lui des tas de gens qui racontent des choses quelquefois un peu différentes, eh bien, ça n'incite pas à avancer aussi vite qu'on voudrait. Et pourtant, il y a le feu. Ce qui se passe, on le voit bien avec le réchauffement climatique, enfin le changement climatique et tout. On voit bien qu'il y a urgence, mais que les choses sont un peu trop compliquées. Donc, vraiment, j'ai engagé avec Jean-Pascal le club sur deux choses. Une qui est historique. Et je remercie les différents présidents qui sont là, et en particulier Maurice, qui était mon prédécesseur et qui continue à me supporter et à m'aider beaucoup dans ce domaine. Mais il y a eu tout ce qui est l'aspect études qui continue, qui est très fort dans au club, et qui permet à la fois d'avoir des études quantitatives, donc de comprendre comment est le marché, qui baisse un peu en ce moment, mais qui j'espère demain montera, et de plus en plus des études sociologiques. Et j'insiste sur ça pour comprendre pourquoi le client particulier ne fait pas ou pourquoi il fait. Et je voudrais que ces études, vous en verrez une cet après-midi, mais que ces études, elles diffusent le plus loin possible dans vos organisations. Si j'étais industriel, je donnerais ça à tous mes directeurs marketing, mais vite fait, quoi. Hein. C'est comprendre le client, pourquoi ce client achète ou n'achète pas, veut ou ne veut pas faire de rénovation. Donc ces études sont fondamentales et importantes pour s'en imprégner, mais il faut que le maximum de gens s'en imprègnent. Puis dans la deuxième partie, ça je reviendrai tout à l'heure, mais la deuxième partie de cet après-midi, il y a le fait que je pense que la solution, plus j'y réfléchis, plus la solution passe par des solutions de terrain. Ce n'est pas la faute au gouvernement, il met les moyens qu'il faut, ce n'est pas la faute à qui on veut, c'est à nous de nous prendre en main, et sur le terrain, avec les moyens qui sont nombreux, on le verra tout à l'heure, il y a beaucoup de salles de réunion disponibles chez les négoces, il y a beaucoup d'artisans, et apprendre à ce que ces gens-là se côtoient, se connaissent, et avec un mot, enfin un proverbe qui est bien connu, c'est que l'union fait la force. Et je pense que ça aujourd'hui, ça n'existe pas, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Okay, donc je vais passer la parole. D'abord remercier, parce qu'après je n'aurai pas le temps de le faire, Caroline Rothman, notre grande organisatrice, qui fait ça toujours très bien.
Bon, Jean-Pascal Chirac, qu'on n'arrive pas à arrêter, c'est comme... il a sa pile, c'est comme Wonder, il faut lui enlever de temps en temps, mais c'est super d'avoir quelqu'un comme ça. Et puis Marie Béranger qui va animer cette journée. Donc je vous laisse la parole pour la suite. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Jacques pour cette introduction. Alors effectivement, on va avoir une après-midi qui va se dérouler en 2 temps, dans la continuité des travaux du CH que vous connaissez quand vous nous suivez régulièrement. La première partie sur l'économie de la fonctionnalité, donc des premiers résultats vous avez été présentés au mois de mai. Là, on va aller plus loin avec la dimension qualitative, notamment les entretiens sociologiques, et puis avec une modélisation qui a été faite autour de l'équipement particulier de la pompe à chaleur. Et puis on aura une deuxième partie sur l'intensification de la rénovation énergétique et les synergies publiques-privées pour cela. Donc pareil, quand vous nous suivez, vous avez vu les 3 expérimentations qui ont été menées dans 3 régions. Là, on va donner la parole aux représentants des fédérations du négoce pour ouvrir le débat et puis avoir aussi un exemple concret sur l'Île-de-France. Et puis on clôturera avec Simon Hufetot, donc coordinateur gouvernemental du plan de rénovation énergétique des bâtiments, qui reviendra sur l'ensemble des enjeux et des enseignements de l'après-midi. Donc pour ouvrir la première partie, je vais laisser la place à Jean-Pascal, donc qui va venir nous présenter en quelques mots les grands enseignements qu'on a eus déjà jusque-là sur ce sujet. C'est bon, là, ça fonctionne. Merci beaucoup. Voilà, dans le cadre de ce que nous appelons l'Observatoire Habitants-Consommateurs, qui est en fait une démarche d'analyse et d'études que nous menons maintenant depuis pas mal d'années, le club et le groupe de travail qui est toujours associé a souhaité cette année se pencher sur le sujet particulier de ce que nous appelons l'économie de la fonctionnalité ou l'économie d'usage, mais appliquée au monde du résidentiel et avec une approche plus spécifiquement sociologique. Bon. Alors, l'économie de la fonctionnalité, je le rappelle, ou l'économie d'usage, se définit comme un modèle de consommation qui va prioriser l'usage d'un bien d'équipement sans en acquérir forcément la propriété. Voilà, ce modèle se veut donc disruptif par rapport au schéma classique de l'économie linéaire, parce qu'effectivement, en valorisant le cycle de vie des produits par un usage optimisé, cette démarche s'inscrit dans une vision réaliste du développement durable, répondant au principe de l'économie circulaire. Voilà, donc nous avons donc en ce sens confié à Audrey Valin, sociologue, la réalisation d'une étude se traduisant par une enquête d'opinion auprès des propriétaires occupants, complétée par des entretiens qualifiés et personnalisés. Et Audrey va venir nous la présenter. Cette étude vise 2 objectifs. Tout d'abord, identifier les niveaux de compréhension et d'intérêt des ménages pour ce type de consommation afin de mieux évaluer leur potentiel décisionnel. Et deuxièmement, démontrer en quoi cette nouvelle forme de consommation des biens d'équipement domestiques pourrait constituer à la fois un catalyseur de l'amélioration du confort dans l'habitat, mais aussi un levier de croissance du marché de la rénovation des logements. On va le voir. Donc, les premiers résultats de l'enquête d'opinion mettent en évidence quelques enseignements qui sont déterminants et qui caractérisent l'opinion des ménages. Alors, bien que n'ayant dans leur ensemble qu'une connaissance encore approximative du principe de l'économie de la fonctionnalité, les ménages seraient prêts à souscrire à une telle offre en y percevant son intérêt économique et ses dimensions écologiques, et ça, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc la présentation qui va nous être faite par Audrey Valin, dans l'approche sociologique, va permettre de répondre largement aux objectifs de l'étude, et elle sera utilement complétée par l'intervention de Jérôme Lopez, directeur recherche et développement et innovation de Novatec INEF 4, donc l'Institut de transition énergétique, qui nous commentera les résultats d'une étude également très pertinente portant sur les bénéfices économiques et environnementaux et l'équilibre de partage de responsabilités entre les acteurs sur un exemple d'économie de la fonctionnalité modélisée autour de la pompe à chaleur. Voilà ce qui va constituer donc la première partie de notre après-midi et je vais donc céder la parole à Audrey qui va arriver. Merci à tous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme l'a annoncé Jean-Pascal, je vais vous présenter une étude qualitative que j'ai conduite cet été auprès de 10 ménages représentatifs de la population des propriétaires occupants en France. Donc d'après l'étude quantitative qui avait été conduite par TBC Innovation en premier volet.
Alors, représentativité, c'est-à-dire âge, CSP, niveau de revenu aussi, vous l'avez là, type de logement également. Et je posais des questions qui concernaient 3 grandes thématiques. D'abord, la connaissance de l'économie de la fonctionnalité, également toutes les représentations sociales qui y sont liées, et en particulier autour de la propriété privée, puisque l'économie de la fonctionnalité, sur le principe, s'oppose à la propriété privée, et on sait les Français très attachés à la propriété de leur logement. Dans l'ensemble, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une adhésion, en tout cas la totalité de nos répondants se disaient sensibles à la question environnementale, il n'y avait pas de résistance due à un climato-scepticisme, et même si, comme vous le voyez, 80% des interviewés ne connaissaient pas le concept de l'économie de la fonctionnalité avant que je leur présente, une fois qu'il a été remis dans le contexte de l'économie circulaire et donc de la transition environnementale au sein duquel il se situe, on avait une bonne adhésion de leur part. Et ce pour 3 raisons principales. D'abord, les valeurs écologiques dont on voit qu'elles commencent à être bien intériorisées par les gens. On a quand même maintenant, même si les pratiques restent un peu paradoxales, il faut les confronter au discours, on voit quand même que, en tout cas, la conscience commence à être intériorisée. Un deuxième type de motivation, c'est le confort de la délégation, de la solution toute incluse. Là, quand même aussi d'un avis unanime, c'est très confortable. J'avais les mots de sérénité qui revenaient beaucoup, ça procure de la sérénité. Et puis surtout, ça libère de la charge mentale qui est surtout liée à l'entretien et la maintenance d'équipements qui sont lourds, techniques. Et puis, le troisième type de grande motivation, c'était les interviewés ont vraiment exprimé un désir d'une consommation plus humaine et du coup se trouvaient assez séduits par l'aspect relationnel du principe d'économie de la fonctionnalité qui repose pour eux sur la confiance. Alors confiance dans l'équipement en lui-même, techniquement il faut qu'il soit valable, on sent qu'il tient la route, on sait qu'il est produit de façon responsable, et puis confiance dans le prestataire dont la personne qui vient au domicile va être représentant. Ça, j'avais un des jeunes enquêtés qui le disait, hein, la personne qui vous vend l'offre chez vous au magasin, c'est elle qui incarne le produit. Donc on a vraiment cette demande de lien et qui séduit dans l'économie de la fonctionnalité, ce qui fait que je me suis mise à parler de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui n'est pas toujours l'expression retenue et qui n'est pas celle qu'on avait retenue au début. Ce n'est pas celle qui est retenue dans le milieu notamment industriel. Mais là, force est de constater que vraiment, pour les enquêtés, le lien de coopération, l'aspect relationnel est très important. Donc je parlerai désormais d'EFC, pour économie de la fonctionnalité, et de la coopération. Parce que c'est effectivement la particularité de l'EFC au sein de l'économie circulaire que de placer cette dimension relationnelle au-delà de la dimension environnementale qui s'incarne dans l'équipement dès qu'il est vertueux. On a bien ce rapport, ce lien direct, plutôt pérenne, qui remplace finalement le traditionnel rapport de force et de compétition par une coopération. Et ça, c'est quelque chose qui est très plébiscité par les interviewés, ce qui est forcément bénéfique aussi à terme, puisque tout le monde va partager un même intérêt, à savoir la performance de l'équipement, mais ce qui complexifie aussi un peu les choses, puisqu'il faut que tous les acteurs s'entendent sur un engagement réciproque, ce qui n'est pas non plus la norme habituelle. Alors, d'après notre étude, le projet est plutôt source d'adhésion, et j'en suis arrivée à pouvoir déterminer une typologie de profil des habitants consommateurs à ce sujet en fonction de leur degré d'adhésion et de leur motivation, ainsi que de leurs éventuels freins, en tout cas critères de frein. Alors ce qui est très positif, c'est qu'on a seulement 2 réticents sur 10, donc eux qui n'iront vraiment pas. Et là, en fait, en creusant, ça s'explique davantage par leur situation dans l'espace social, et donc ça s'explique surtout par une analyse de classe classique qu'on connaît en sociologie, plus qu'à propos réellement des équipements et de l'économie de la fonctionnalité. C'est plutôt une attitude face au changement qui crée la résistance pour les classes les plus élevées et les plus basses de l'échelle sociale. Ce qui est positif aussi, c'est que les 2 catégories intermédiaires, les sceptiques et les opportunistes, sont susceptibles de glisser vers la catégorie des volontaires. Bon, je suppose que les noms parlent d'eux-mêmes, je ne vous les explique pas plus. C'est ce que j'ai indiqué par le petit logo autour des 2, c'est-à-dire qu'en fonction des arguments qu'on va leur apporter,
ils peuvent glisser vers la catégorie des volontaires. Alors en 2 mots quand même, les volontaires, c'est ceux que j'ai qualifiés comme ça, parce que eux, par principe, vont se porter volontaires pour même tester les initiatives, sans plus de garantie que le principe, quitte même à ce que ce soit un petit peu plus cher, parce que vraiment ils sont emballés par le fait d'avoir l'occasion de se montrer vertueux. À l'inverse, les sceptiques vont avoir plus de vigilance, mais surtout en fait en termes de peur du greenwashing. Et là, on se rend compte qu'ils ne sont pas sceptiques par rapport à l'offre en elle-même, à l'économie de fonctionnalité. Ça, ils adhèrent complètement. C'est plutôt une réflexion très critique sur le monde dans lequel on vit, et donc qui les fait être assez sceptiques sur la façon dont ça peut se passer et l'honnêteté des offres. Et en gros, voilà, ils demandent à voir, parce qu'ils ne sont pas convaincus étant donné le monde dans lequel on vit, en gros. Et les opportunistes, alors là, c'était les 2 plus jeunes de notre échantillon, respectivement 27 et 28 ans, qui, eux, réellement ont témoigné une logique très individualiste, où c'est d'abord leur intérêt qui prime, donc ils vont faire le calcul. Ils ne sont pas contre l'écologie, encore une fois, mais ils ont facilement ce discours du « oui, mais de toute façon, mon action, par rapport aux gros pollueurs, elle ne vaut pas grand-chose, donc... voilà, je peux être assez passif. Par contre, si on m'amène les bons arguments, j'irai, parce qu'ils voient d'abord leur intérêt. Et ça, c'est la grosse différence avec les volontaires, qui, eux, en tout cas, démontrent une conscience du bien commun beaucoup plus élevée, que n'ont pas les opportunistes, en tout cas, qui ne m'ont pas donné à voir. Et puis, parmi tous ces ménages, on a le cas particulier des copropriétaires, puisqu'on en avait aussi dans notre échantillon, à savoir qu'eux ne sont pas toujours seuls décideurs, peut-être même rarement, en fonction des travaux qu'ils vont faire. Mais quand on parle des équipements lourds de l'habitat, fatalement, ils peuvent avoir à composer avec les autres acteurs. Donc là, les analyses vont plutôt se mener en termes organisationnels pour la sociologie, avec les jeux de pouvoir, les jeux d'acteurs, la position. Et pour nous, ce qui va être intéressant, alors déjà, pour ça, je renvoie vraiment aux travaux de sociologie qui sont menés globalement sur le thème de la rénovation énergétique. Il y en a beaucoup pour les copropriétés, ils sont excellents. Donc là, on a vraiment cette problématique. De notre côté, ce qu'on peut amener avec notre étude, c'est la connaissance des modes de vie qui peuvent nous donner des informations sur les motivations individuelles. Donc, pour les cas où on fait des travaux chez soi qui n'engagent pas la copropriété, je peux penser à des fenêtres, pour autant que la façade ne soit pas classée, etc. Aussi pour les individualités en tant que votants dans les assemblées générales. Et puis, en 3e lieu, pour une catégorie de copropriétaires que mon confrère Gaëtan Brispierre, ici d'ailleurs présent, appelle les leaders en cadre de la rénovation énergétique. Donc là, connaître des motivations, on pourra en discuter ensemble, mais ça peut être intéressant. Alors à partir de là, on peut relever quelques petits points de vigilance quand même, évidemment. Au premier rang desquels, la mensualisation, en étant très très attentif à ce qu'elle ne soit pas contrainte, et que finalement ça devienne un surcoût à long terme, et puis surtout que ça pénalise les classes les moins aisées. Donc ça, c'est le gros point de vigilance. Ensuite, la crainte du greenwashing, ça je l'ai déjà évoqué notamment à propos des sceptiques. Et puis, il faut être très prudent pour ne pas créer une surconsommation, comme on le voit avec la location longue durée ou le leasing dans certains produits, notamment les électroménagers bruns et gris, télé, tablettes, etc. Donc, faire attention à ces dérives-là. Et puis, autre frein éventuel, le manque de clarté. Il faut que les offres soient très précises, très claires, qu'on n'ait pas de surprise, notamment au niveau de la mensualisation avec des tarifs qui puissent varier. Donc ça, c'est de façon très pragmatique, quelque chose qui est revenu dans les entretiens de façon récurrente. Un autre point de vigilance, l'interventionnisme des prestataires. Ça, c'est revenu aussi de dire, nous, ce qu'on veut, c'est le confort de la délégation, donc c'est pas pour avoir le prestataire sur le dos qui nous demande régulièrement d'être à domicile pour son intervention, pour venir surveiller l'utilisation qu'on fait de l'équipement. Donc ça aussi, il faudra trouver l'équilibre. Et puis, plus fondamentalement, ce qui est aussi transparu dans les entretiens, notamment en confrontant le discours aux pratiques que je pouvais approfondir en demandant aux gens comment ils vivaient, c'est un mode de vie, tout simplement une culture qui, quand même chez nous, est largement orientée vers la consommation, avec un contrat social qui repose sur des valeurs plutôt individualistes, ce que j'ai vu au travers des opportunistes et même des réticents. Pour le dire très vite, chez nous, la réussite personnelle, elle ne passe pas par l'investissement dans la protection du bien commun. Elle passe par la possession de biens, voire l'accumulation, mais en tout cas...
dont la qualité et la quantité, c'est bien, nous positionne dans l'espace social. Et ça, c'est la récompense au travail. Déjà, dans le contrat social, hein, on travaille, comme ça on peut consommer, on peut se payer des trucs, au premier rang duquel la maison, on peut se payer sa maison. Donc ça, c'est quand même toute une culture, un mode de vie qui correspond bien à l'économie linéaire et qui va être un petit peu plus difficile à changer pour passer à l'économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment le sujet de fond à mon sens. Mais tout va bien, parce qu'on a beaucoup de leviers, beaucoup de signaux favorables. D'abord, l'opposition que font vraiment les enquêtés entre la propriété privée de leur logement et des biens qui la composent. Ce qu'il fallait quand même aller vérifier, puisque sur le principe théorique, EFC et propriété privée s'opposent, il fallait quand même aller vérifier que le fait d'avoir enfin, pour certains en plus, c'est pas évident, acquis sa propriété privée de maison, il fallait s'assurer que ça ne soit pas un frein à dire bah oui, mais après, moi, je possède tout. Et finalement, ce qui est très encourageant, c'est qu'on se rend compte que pas du tout. Il y aura, en tout cas, dans ce qui m'a été rapporté, il y a pas de. C'est plutôt complémentaire d'ailleurs. Il n'y a pas d'opposition. On est plutôt enclin à déléguer la maintenance et même la propriété de son mode de chauffage, par exemple. Donc le deuxième. Alors, je dis ça, mais attention. Pour certains types d'équipements quand même, parce que les équipements plaisir restent assez associés à l'achat. Mais notamment parce que quand on parle de l'habitat, j'avais beau préciser qu'il s'agissait des équipements fonctionnels. Je ne sais plus si Jean-Pascal vous l'a dit d'ailleurs, les 3 catégories qu'on avait ciblées, hein, je vous l'avais mis au tout début, l'accessibilité pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite ou même vieillissement à domicile. Il y avait la domotique aussi, et puis le confort, notamment thermique, avec les systèmes de chauffage. Donc même si j'insistais sur le fait que notre étude concernait ces équipements-là, j'ai eu l'exemple du mobilier qui revenait. Par exemple, un salon, c'est un achat plaisir. On ne se voit pas trop l'acheter en économie de la fonctionnalité. En revanche, pour tous les équipements que je viens de vous citer, qui là sont très techniques, demandent beaucoup de maintenance, sont lourds, il y a vraiment un plébiscite. Les enquêtés étaient très favorables. De même, les équipements qui sont destinés, comme je vous le disais, à l'accessibilité, à la mobilité, là, ce qui m'a beaucoup été dit, c'est que déjà, l'avantage, c'est que souvent, c'est des investissements lourds à faire pour lesquels on n'a pas forcément le budget. Dans le cas du vieillissement, par exemple, la retraite, on perd du pouvoir d'achat. Donc, c'est des équipements lourds pour lesquels la mensualisation peut être une bonne alternative. Et aussi, ce qui m'a un peu plus surprise, c'est vraiment cette conscience très aiguë du système circulaire, alors que moi, dans ma présentation de l'économie de la fonctionnalité, je passais vite sur l'économie circulaire. Hein. J'approfondissais pas. Et pourtant, il y avait ce ressenti parce que même s'il n'était pas nommé, ce qui m'a été dit, c'est que c'est quand même des situations souvent qui sont stigmatisantes, le handicap ou la vieillesse, et que du coup, ce principe d'économie de la fonctionnalité, ça crée une sorte de lien indirect, de type un peu communautaire. On appartient tous un peu à cette communauté de vieux, de handicapés, et donc ce côté circulaire est bien perçu et amenait à dire que les équipements dédiés à la mobilité se prêtaient particulièrement bien. Encore mieux pour le reconditionnement, parce que ça crée encore plus cette circularité avec ce partage et ces échanges. Donc le reconditionnement aussi qui était un sujet plutôt favorable. Autre levier intéressant, la performance d'usage. Donc ça, typiquement, c'est le fait de se dire que ça va inciter à une production durable, et en plus c'est le cas. Donc ça, c'est vraiment un levier important. La maîtrise des dépenses, ça aussi, notamment pour éviter le recours à l'emprunt bancaire, donc plutôt favorable, même si, je vous le disais, il faudra faire attention à d'éventuelles dérives. Et puis, ce que j'appelle une éthique relationnelle qui relève de la consommation. Hein, vous savez, le consommateur, avec une demande des consommateurs pour des liens directs, prestataires, clients, comme on le voit dans d'autres domaines, notamment dans l'alimentation, vous savez, avec les AMAP, où là, il y a vraiment ce partage de la responsabilité entre la production et l'utilisation, et ça plaît vraiment. Ce qui m'amène à dire, d'ailleurs, pour conclure, Marie va être contente, j'ai de l'avance, qu'on a vraiment des signaux dans notre étude qui sont très favorables. En tout cas, du côté des clients, l'EFC s'avère vraiment susceptible de dynamiser le marché en amenant une alternative pragmatique, crédible quand même à l'économie linéaire avec tous les défauts qu'elle comporte. Du côté de nos habitants,
on a vraiment, puisque ça c'était, vous l'avez compris, la cible très resserrée de nos investigations, on a un bilan très positif parce que déjà les points de résistance qu'on a pu identifier ne sont pas impossibles à lever. Pour certains, c'est plutôt du détail sur comment on va réussir, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, mais à ficeler les offres. Mais sinon, je vous le disais, le plus gros sujet, ça va être le mode de vie et la culture consommatoire qu'on a, qu'il va falloir modifier un peu. Mais c'est toujours, ça circule en boucle, qui de l'œuf ou de la poule. Si on propose les bonnes offres, ça va s'inscrire dans les mœurs et on ira de plus en plus facilement. Donc déjà, le fait que les freins ne soient pas impossibles à lever, et le deuxième gros atout qu'on peut identifier, c'est ce principe coopératif avec le partage des responsabilités. Notamment pour un type d'équipement que je ne vous ai pas cité avant parce que je voulais le garder pour la fin, précieusement, c'est les équipements novateurs, toutes les innovations. Là, il y a un vrai frein à l'achat parce qu'on manque de recul. Donc j'avais pas mal d'enquêtés qui me disaient « bah oui, mais bon, moi sans savoir où je mets les pieds, c'est le genre d'achat, c'est trop onéreux, donc j'y vais pas ». Et là, le principe d'économie de la fonctionnalité, avec ce partage des responsabilités autour de l'usage et de la performance, rassure. C'est vraiment de nature à rassurer les clients pour qu'ils sautent le pas, de dire bon bah d'accord, parce que le problème c'est que quand on a des contrats de performance, des contrats de moyens, pardon, où on a une garantie limitée et au bout de 2 ans, on se débrouille avec ses pannes et puis surtout on les paye. Quand on a des équipements innovants qui sont de plus en plus avec de l'électronique, ça fait peur. Il y a une peur des pannes, il y a une peur de la maintenance derrière. Donc là, on a vraiment le FC comme levier pour lever ces craintes-là et sauter le pas avec des équipements innovants qui permettent du coup aussi, là, dans le cadre de la transition environnementale, de tester des alternatives. Et ça, à ce niveau-là, l'exemple de la pompe à chaleur est beaucoup revenu dans les entretiens, avec notamment des personnes qui en avaient installé. Typiquement, un de mes volontaires, qui lui, de toute façon, il était conquis sur le principe, donc il ne voulait plus d'énergie fossile, il a viré sa cuve à fioul, il a installé une pompe à chaleur, mais elle avait déjà quelques pannes, et du coup, il disait, moi là, quand la garantie va être finie, j'ai un peu peur. Donc, il était très emballé par un contrat en économie de la fonctionnalité, si ça pouvait exister. Et ça va faire la transition avec Jérôme qui vous parlera bien mieux que moi des pompes à chaleur. Merci beaucoup Audrey. Alors effectivement, tu as un peu d'avance, donc c'est parfait. Exactement, tu peux rester avec nous sur scène, on prendra quelques questions si on a le temps, ce qui a priori est probable. Et donc j'appelle Jérôme Lopez à nous rejoindre. Donc Jérôme, il est directeur R&D Innovation de Nobatech INEF4, qui est un centre de recherche appliqué pour la transition énergétique et environnementale du bâtiment, avec notamment pour vocation de concevoir et transférer de nouveaux modèles pour construire et rénover durablement. Et donc c'est justement quel modèle pour l'économie de la fonctionnalité. Jérôme, je vous laisse la télécommande. Bonjour à toutes et à tous, merci pour la transition. Je vais vous parler d'un projet de R&D que l'on mène actuellement, dont l'objectif est de regarder comment, à travers l'économie de la fonctionnalité, on peut mettre en place des mécanismes qui vont aller vers la garantie des performances et la circularité. Donc un focus qui est plus centré sur la dimension énergétique et la dimension carbone. Ce projet de R&D, il est mené de manière partenariale. Donc, on a 2 laboratoires partenaires, des laboratoires académiques, le laboratoire I2M qui est un laboratoire de mécanique et BSE qui est un laboratoire de sciences économiques et sociales. Et dans le cadre du projet, on est également accompagné par l'AFPAC, donc l'Association française des fabricants de pompes à chaleur. Et ce projet-là, il a fait l'objet d'un soutien de l'État et de la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais aller assez vite sur le positionnement du projet, mais on est tous conscients des grands enjeux qui sont face à nous, en tout cas les enjeux face à la filière, des enjeux de décarbonation, de réduction des consommations d'énergie, d'adaptation au changement climatique. Et face à ça, on voit que l'État a fixé des grandes orientations, des grands objectifs de rénovation, par exemple, et qu'aujourd'hui, on rénove 50 000 logements par an, alors que l'objectif serait d'en faire 500 000. Donc en termes de volume, on n'y est pas. Et en plus de ça, quand on fait les rénovations, les performances réelles mesurées après rénovation ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc on n'y est pas sur le volume, on n'y est pas sur la performance réelle. À côté de ça, la pompe à chaleur est un équipement qui peut contribuer à la décarbonation. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions qui peut rentrer dans le package global.
Et enfin, on a, dans le cadre du contexte du projet, l'idée de se dire comment on peut innover en termes de modèle économique et de modèle organisationnel. Et en ça, l'économie de la fonctionnalité est bien identifiée comme un modèle à fort potentiel. Ça a été vu par l'ADEME, par l'AFPAC, et ça marche dans d'autres secteurs. On connaît tous le secteur des photocopieurs. Dans nos entreprises, tous nos photocopieurs quasiment aujourd'hui sont sur ces modèles-là. C'est également le cas des voitures. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples qui fonctionnent. Donc pourquoi l'économie de la fonctionnalité? Alors, de notre point de vue, c'est un point très important pour les ménages parce qu'ils peuvent accéder à une offre plus performante, plus vertueuse, qui va aller dans le sens aussi d'amener davantage de confort, de réduire la précarité énergétique et de rentrer dans un modèle qui peut être considéré comme beaucoup plus soutenable. Pour l'environnement, on rentre dans la logique de la circularité, on peut rentrer dans la logique de circularité, on peut rentrer aussi dans la logique de la performance, et ça peut être un vecteur aussi pour accélérer la rénovation, ou en partie un vecteur pour accélérer cette rénovation. Et enfin, pour les entreprises, c'est des modèles économiques qui peuvent permettre de rebattre les cartes, d'amener d'autres dispositifs, d'avoir une nouvelle relation avec le client, une offre différenciante, de mettre en avant des produits innovants, performants. Et c'est aussi un modèle économique qui peut permettre de créer des emplois locaux non délocalisables, ce qui est un point important aussi pour l'économie globale de notre société. Alors, notre point de départ dans le cadre du projet, ça a été de regarder quels pouvaient être les services de performance énergétique adossés à la mise en place d'un contrat en économie de service. On en a identifié 4. Le premier, c'est le niveau 0, c'est-à-dire, en gros, on a une forme de location de la machine, de la pompe à chaleur. On vend un droit d'usage, une maintenance. Il n'y a pas d'engagement de performance et il n'y a pas beaucoup de facteurs d'influence externe sur le fonctionnement même de l'équipement. Le deuxième niveau, c'est de dire on va plus loin, on va s'engager sur la performance intrinsèque de l'équipement. Ça va nécessiter d'avoir un niveau de maintenance plus élevé. L'engagement pourrait se faire autour du COP, donc du rendement, de l'efficience de la machine. Et les facteurs d'influence potentiels, c'est la température extérieure, c'est la charge de la PAC. Mais ça reste des éléments qui sont bien maîtrisés. Ensuite, on peut aller plus loin. On peut aller vers des engagements autour de la consommation, ce qui va nécessiter de mettre en place des dispositifs qui vont être en interaction avec les usagers, puisque à partir du moment où on passe sur la consommation, on est dans des questions de sobriété, de gestion de l'énergie, de gestion de son thermostat. Et donc là, les facteurs externes, il y en a beaucoup plus. Il y en a autour du système, il y en a autour des usagers, des consommateurs, et aussi du bâtiment dans lequel on met l'équipement. Et puis, le niveau qu'on a défini comme un niveau encore supérieur, ça serait d'avoir des engagements qui puissent aller vers un engagement de niveau de confort. Donc là, on va encore plus loin dans la démarche. Alors, dans le cadre de notre projet, on a commencé par faire également une enquête complémentaire de celle qui a été présentée juste avant. Donc, on est parti sur une enquête auprès de 4000 propriétaires occupants pour arriver à définir un certain nombre d'éléments. Et là, j'ai fait un focus uniquement sur le lien avec l'économie de service, l'économie de la fonctionnalité. Et on voit que ça se recoupe avec ce qui a été présenté. On a pratiquement 90% des sondés qui sont intéressés par l'économie de service, par des offres de services autour des équipements de production d'énergie et notamment des pompes à chaleur. Et que sur ces 90% d'intéressés, il y en a 25% qui pourraient passer à l'acte sur la notion de garantie de performance. Et que 40% d'entre eux veulent qu'il y ait une offre de maintenance qui soit intégrée. Parce qu'aujourd'hui, on a été assez surpris. L'équipement pompe à chaleur, normalement, doit faire l'objet d'une maintenance et d'un entretien tous les 2 ans. Et ce n'est pas du tout le cas sur le terrain. Et donc ça, il y a des attentes de la part des usagers sur cette dimension-là. Alors ceux qui sont les plus intéressés, c'est plutôt les actifs. Les moins intéressés par l'offre de service, c'est les retraités, les indépendants ou les inactifs. Et puis un dernier point qui a été très important aussi, c'est que la notion de confort est une notion qui est prépondérante pour les usagers, plus que la partie énergétique. Alors après, qu'est-ce qu'on fait actuellement dans le cadre du projet ? On est en train de définir les moyens nécessaires à l'estimation des besoins des logements,
l'élaboration de l'engagement de performance, comment ça pourrait se concrétiser dans un contrat qui lierait le porteur de l'offre avec l'usager, de regarder qui est responsable de quoi dans cette performance et de mettre en place les dispositifs aussi qui permettraient de suivre le contrat. Donc on est en train de travailler sur ces aspects-là avec une double approche, une approche qui est centrée sur des outils qui permettent d'évaluer ces performances, une approche probabiliste qui va permettre d'estimer quels sont les facteurs de risque. Et enfin, on a des projets en cours d'expérimentation pour valider un peu ces approches qui sont plutôt des approches théoriques à la base. Ensuite, on s'est focalisé sur qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui pourrait se passer si on basculait d'un mode d'économie transactionnelle, linéaire, à un mode d'économie circulaire basé sur l'économie de service ou l'économie de la fonctionnalité. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est que, et vous connaissez ça par cœur, on a un transfert de propriété qui se fait autour de la machine. Donc, un fabricant vend la machine à un distributeur, qui le vend à un chauffagiste, qui le vend à un client, etc. Donc, ce qui crée la valeur aujourd'hui, c'est le produit. Si on passe sur une économie de la fonctionnalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un acteur qui va fournir l'offre et qui va être entre le client et les différents acteurs que j'ai cités précédemment. Donc, le fabricant, le distributeur, le chauffagiste, l'éco-organisme qui s'occupe de la fin de vie. Et donc, du coup, quand on est dans cette voie-là, ce qui crée de la valeur, c'est la relation avec le client. C'est plus la machine. Donc, c'est un changement fondamental. Et l'autre point, c'est que quand on voit le schéma qui est relativement simple, on comprend qu'à partir du moment où il y a ce fournisseur de l'offre, il interagit avec l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, la notion de circularité peut s'introduire dans le dispositif. Alors, c'est les travaux qui sont en cours. On a fait une analyse des activités de la chaîne de valeur. C'est relativement complexe, je ne vais pas détailler le schéma, ce n'est pas l'objet, mais en gros, on a mis en avant que le passage de l'économie transactionnelle à une économie de service allait engager des activités nouvelles dans la chaîne de valeur. À minima, il y en aura 3, il y en aura probablement d'autres, mais les 3 principales qu'on a détectées aujourd'hui, c'est la notion de contrat, parce que forcément les contrats vont être plus complexes. Et ces contrats vont être également liés au deuxième point qui est la gestion des données et des flux d'informations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans cette économie-là, il va falloir suivre les contrats, donc il va falloir des données sur le terrain. Ces données vont permettre de gérer les contrats, mais on peut imaginer aussi que ces données vont permettre de maintenir les équipements à distance, de détecter des défauts, d'anticiper de la maintenance prédictive, voire même pour les industriels de pouvoir faire de la rétro-engineering sur les produits en voyant ce qui va pas. Donc la partie data va être très très importante dans ce schéma-là. Et le dernier point, c'est la logistique. Parce que dans le cadre d'une économie circulaire, on va avoir, qui existe déjà, mais une prédiction des stocks et de la demande qui va être un peu différente. Parce qu'il va y avoir de la maintenance préventive, prédictive. On va avoir aussi des enjeux sur la gestion des pièces détachées, du reconditionnement des équipements, parce que c'est quand même un enjeu. C'est typiquement ce qui se passe sur les photocopieurs. Vous avez probablement des photocopieurs qui ont déjà eu 1 ou 2 vies avant que vous l'ayez récupéré, parce qu'elles ont été reconditionnées, remis à neuf, avec des engagements de performance et d'entretien. Et dans ce cadre-là, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une grille d'audit pour savoir où se situe l'entreprise ou le jeu d'acteurs qui voudrait réfléchir à la bascule et de savoir quelles sont les étapes qu'il va devoir franchir. Et en même temps, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'évaluer les impacts qu'on espère positifs pour l'environnement, que cette économie transactionnelle soit vraiment un levier pour réduire l'impact environnemental de cette filière. En conclusion, très rapidement, donc, à ce stade, on a vu qu'il y avait un fort intérêt d'usagers finaux, que l'engagement de la performance et de l'économie circulaire peuvent être intégrés, peuvent être des leviers pour aller plus loin sur la performance des équipements et de l'offre. Et ce qu'on va continuer à faire, on est dans des phases de développement, de travaux, de recherche qui sont en cours. On a par exemple 2 doctorants qui travaillent sur le sujet. Donc on va continuer ces travaux.
Dans le cadre de nos échanges avec l'AFPAC, et même au-delà, on recherche des acteurs qui seraient prêts à venir donner un terrain de jeu pour aller un peu plus loin dans la mise en situation et de voir quelles sont les problématiques peut-être plus opérationnelles qu'on n'a pas encore détectées dans le cadre du projet de recherche. Et puis, il y a des gros enjeux sur la notion de répartition de la valeur qui va être très différente aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui crée la valeur aujourd'hui dans l'économie, c'est le produit. Demain, c'est le client, c'est le service. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc effectivement, on a un petit peu d'avance, donc ça tombe bien, on va pouvoir prendre quelques questions de la salle. Oui, bonjour, José Préto, président de Coedis. Une question toute simple et toute bête. Qui est dans votre esprit le prestataire dont vous parlez à plusieurs reprises sur les slides que vous nous avez montrés? Celui qui va porter l'offre? Qui est-il? C'est le fabricant, c'est le distributeur, c'est l'installateur? Qui est-il? Ça peut être les personnes que vous citez, ça peut être des nouveaux entrants aussi, des structures qui ont une capacité financière, capacité de trésorerie, d'investissement. Donc aujourd'hui, c'est pas arrêté. Dans le cadre des discussions qu'on a avec les industriels, je pense qu'ils se posent aussi la question. Ils ont pas, voilà, c'est ouvert, c'est très ouvert. Ouais, mais il faut fermer à un moment donné, les gars. Hein. Oui, parce que tout le monde va se poser beaucoup de questions. Je suis assez favorable au fait de se dire qu'il faut en permanence sortir de sa zone de confort et réfléchir en ayant une vision un peu plus prospective de notre métier de demain. Mais pour autant, là, il y a un écosystème qui existe. Vous l'avez vu, il est autour de vous dans ce salon. Il faut savoir ce qui va devenir, quoi, hein, parce qu'on ne peut pas imaginer... il y a une forme de transfert de responsabilité qu'il va falloir assumer ou assurer dans un modèle de ce type. Bonne question, José. Je me disais bien que c'était toi qui allais la poser. Alors, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, toute étude qu'on a menée, aussi bien sur l'aspect social par rapport aux consommateurs que sur l'aspect technique par rapport aux entreprises, est une étude un petit peu d'anticipation, clairement, et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, ce type de marché ne fonctionne pas dans le domaine de l'habitat privé, il faut être tout à fait sincère. Par contre, on sait que ça fonctionne dans d'autres secteurs d'activité, on les a cités, l'entreprise, etc. À partir d'aujourd'hui, il faut que nous poursuivions l'étude. Et je vais d'ailleurs donner un exemple. On a cité l'AFPAC, l'Association française des pompes à chaleur, vous la connaissez bien parce que vous en êtes participant. Nous avons un des membres qui est un directeur marketing d'un fabricant important, qui s'appelle Ariston, qui est dans le groupe de travail et que j'ai croisé d'ailleurs sur le salon, qui me dit, à partir de cette étude, aujourd'hui, maintenant, ça nous donne la possibilité à nous, les fabricants, dans le cadre du groupe que nous constituons, et je vous invite à l'AFPAC, vous la connaissez puisque vous en êtes membre, il va y avoir d'ailleurs une réunion sur ce sujet, de prendre conscience maintenant, les fabricants, face à ce type de marché, de comment finalement concevoir différemment les produits qui vont permettre demain de rentrer dans un cycle de suivi. Donc ça veut dire faciliter la maintenance, l'accessibilité ou la rénovation, voire le remplacement à terme. Charge pour les industriels. Parallèlement à cela, il y a un vrai sujet par rapport aux distributeurs et aux installateurs, qui est celui de se dire que jusqu'à maintenant, dans l'économie linéaire, on vend un produit, on touche une marge sur la revente du produit, c'est facile. Dans une économie dite circulaire, bien sûr, il va y avoir une répartition de la valeur économique différente. Ça veut dire qu'il y a forcément une anticipation dans la gestion financière ou stratégique de l'entreprise qui amène des réflexions. Donc c'est autre sujet. Puis enfin, il y a un troisième élément, qui est celui, dans ce cas-là, d'un tiers en l'occurrence financier ou assureur. Cette question-là, elle se pose. Alors aujourd'hui, on a eu l'occasion de rencontrer de grands financiers, donc des financiers de taille nationale, qui aujourd'hui sont spécialisés sur le financement de ce genre de biens de consommation, qui sont très ouverts à ce genre de réflexion. Parce que pour eux, c'est l'occasion de rentrer dans un marché sur lequel ils ne sont pas forcément présents. Donc, pour être tout à fait juste, oui, il y a maintenant à continuer la démarche, parce que tu poses des bonnes questions. On a une étude comme ça, ne répond pas à tout. Mais au moins, on ouvre un champ. On a un consommateur qui a une certaine aptitude, une ouverture d'esprit, qui fait qu'on est plutôt en confiance avec lui. Et on a également des fabricants qui conçoivent l'intérêt. Parce qu'objectivement, un fabricant, quand il a la quasi-certitude, du moment où il fabrique un produit, de pouvoir d'ici 10, 15, ou 10, 12 ou 10 ans, quasiment avoir l'assurance de le remplacer, parce que somme toute, il reprend de relation avec ce produit, c'est un élément puissant. Voilà. Donc,
On va continuer l'étude et je vous propose d'ailleurs, enfin nous vous proposons au club, puisque vous êtes membre du club, aussi les distributeurs, d'y réfléchir avec nous, avec les industriels, parce qu'il y a vraiment une voie nouvelle. Et pour finir, ce que nous avons mis en évidence également dans cette étude, c'est qu'elle déclenche ce qu'on peut appeler des externalités positives. En l'occurrence, sur le marché de la rénovation énergétique, nous savons, Simon Husteau qui représente la puissance publique en dira quelques mots. Nous avons aujourd'hui une progression de ce marché, mais qui est insatisfaisante. Et on a forcément la nécessité d'accélérer ce marché. Et le fait d'avoir des solutions plus souples, finalement, de remplacement par anticipation d'équipements, peut favoriser finalement la massification de ce marché. Et sur un autre sujet qui est évoqué par Audrey, ce phénomène d'adaptation du logement au vieillissement de la population. On a aujourd'hui un certain nombre d'équipements qui sont difficiles à appréhender ou même à imaginer à l'achat. Je vais parler par exemple des montes-escaliers. Bon, c'est un peu stigmatisant, mais c'est vrai que les personnes qui peuvent en avoir besoin se disent bon, je ne vais pas investir et puis ça va emmerder tout le monde, etc. Je ne le fais pas. Or, je sais que c'est utile. Si demain cette solution-là se présente sous la forme finalement d'une économie d'usage, c'est-à-dire d'une location, avec la capacité de monter et de démonter le produit, eh bien, ça peut favoriser la décision d'une personne et apporter finalement une réponse au bien commun en termes et de qualité d'usage, d'humanisme d'une certaine manière, mais aussi d'économie. Parce que vous le savez fort bien, le coût financier des chutes des personnes qui avancent dans l'âge représente pour la collectivité nationale une charge qu'on aimerait bien pouvoir ne pas avoir à couvrir. Voilà. C'est juste pour vous dire que donc aujourd'hui, on est au début. Le club avait, dans cette étude-là, ainsi que Novatec, et on travaille avec eux sur cette étude, surtout le souhait d'ouvrir l'esprit. Maintenant, la suite, il faut qu'on la construise ensemble, et ça sera un petit peu ce qu'on va faire dans les mois qui vont venir. Voilà ce que je peux. Excuse-moi, mais ta question, elle a amené tout ça. Merci de l'avoir posée. Je trouve intéressant ton exemple du comment tu dis, du monte-escalier. Du monte-escalier. C'est plus intéressant que de prendre comme exemple les photocopieurs, parce que c'est un autre modèle complètement différent. Alors lui qui va pas vraiment dans le sens de ce qu'on veut faire, parce que c'est de la consommation à tout crin. On se paye à travers le soft, on paye pas le hard, mais on paye le soft. Enfin, c'est un contre-exemple, moi je dirais, qu'il faut mieux éviter de ne pas citer. Le monte-personne. Escalier, pas cher. Pardon, je vais y arriver. Le monte-escalier, c'est un excès. Ah ouais. Non, mais... Merci José. Tu nous as fait comprendre l'esprit. Merci. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a d'autres. On a encore un peu de temps. Bonjour, Faya Liti, cabinet Quinte. Alors, je vais essayer de résumer ce que j'ai compris. Il me semble que si on regarde ce qui se passe dans d'autres secteurs, on peut dire que cette économie de la fonctionnalité pourrait aboutir d'un côté à une espèce de vassalisation de toute la chaîne de l'offre. Si un acteur s'introduit et maîtrise la relation client, ça veut dire que tout le reste lui devient vassaux pour cet acteur-là. Mais également, quand on regarde, si on prend l'exemple des photocopieurs, certains fabricants se sont mués en vendeurs de produits financiers en quelque sorte. Et donc, quand on achète une imprimante aujourd'hui, quand on loue une imprimante, on n'achète plus l'imprimante, mais on est utilisateur d'un produit financier et le fabricant la finance et on paye des traites, donc y compris les intérêts. Et c'est ce qui va arriver au client final, qui ne payera pas un équipement, mais il va payer un usage, donc il va payer le principal et les intérêts. Et compte tenu de cette situation qui va être nouvelle pour les ménages, est-ce qu'il ne serait pas opportun de mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les fabricants, du fabricant au client final, et de discuter à l'avance de la répartition de la valeur ajoutée pour éviter qu'il y ait des réticences du côté des fabricants comme du côté du consommateur au regard de ce qui va advenir de chacun d'eux? Certainement, mais d'ailleurs c'est un peu ce que pourrait jouer comme rôle le club de l'amélioration de l'habitat, parce qu'on a l'avantage d'avoir l'ensemble de ces acteurs autour de la table, les fabricants, les distributeurs, les installateurs, parce que chacun dans cette affaire-là à la fois peut avoir un intérêt, mais peut aussi avoir des contraintes. Très clairement, je l'ai dit, effectivement, l'installateur, le brave plombier chauffagiste, qui vend sa pompe à chaleur et qui touche sa marge immédiatement, l'affaire est faite. Alors que si effectivement, il va pas la vendre, il va vendre un service, il va dire, vous êtes gentil, mais qu'est-ce qui m'assure le fait que finalement, le service que je vais vendre pendant X années va représenter ce que je gagne en une fois?
Oui, ok, bon, on peut se poser la question. Mais c'est un peu la même question qui s'est posée chez les concessionnaires automobiles quand ils sont passés d'un système de vente, on va dire linéaire, à un système de vente de type usage. Bon, donc on peut rentrer dans ce schéma. Et de toute façon, il faut le faire. Parce que quand on évoque ce sujet-là, je vous le dis clairement, beaucoup de gens sont sceptiques. Ils disent « Oh, ça ne marchera jamais ». Bon, c'est vrai. On peut toujours dire que ça ne marchera jamais. Bon, il y a plein de choses pour lesquelles ça ne marche jamais. Puis finalement, il y a un plus malin que les autres. Il est disruptif tant qu'il prend le machin. Donc, autant qu'on ouvre nos esprits au fait que ça puisse exister. Et on est prêt. Et l'ensemble de la communauté professionnelle que nous représentons peut se préparer au fait que ce genre de schéma économique peut se développer. D'autant, et vous le savez, je finirai là-dessus, qu'il est complètement cohérent avec le concept même de l'économie circulaire, qui devient de toute façon une nécessité absolue si on prend en considération les problématiques de finitude des ressources naturelles, notamment des ressources matières premières. Bon, voilà, on ne peut pas aller trop loin. Il y avait une autre question, alors on a encore 2 minutes, question courte, réponse Gaëtan courte. Brispierre, qui a été cité comme sociologue de l'habitat. Bonjour à tous. Merci pour cette exploration du concept d'économie de la fonctionnalité. Donc moi, j'en suis pas du tout un spécialiste, mais je le vois un peu comme un idéal vers lequel on pourrait tendre. Du coup, j'avais plutôt des remarques. Côté consommateur, est-ce que la notion de complexité juridique est ressortie éventuellement comme un frein? Parce que quand on achète un produit, bon, il est à soi, puis voilà. Alors que là, dans un contrat de service, etc., il y a un certain nombre de clauses. Je me demandais aussi si la question de la perte de contrôle sur le confort, sur l'usage, c'était ressorti, parce que si on prend ce type de modèle, il faut s'engager sur voilà, des températures, etc. Mais bon, dans ce qu'a dit Audrey, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, les consommateurs, ils disent pourquoi pas. Et donc je me demande si effectivement les freins ils sont pas d'abord du côté de la filière professionnelle pour ce type de modèle. Alors il y a la question de la répartition de la chaîne de valeur, ça a été évoqué, parce qu'il y a, ça irait vers une vraie redistribution de cette chaîne de valeur, donc qui fera forcément des gagnants et des perdants. Donc là, sans doute qu'il faut se mettre autour de la table. Mais il y avait un autre point, donc ça c'est peut-être plus un point pour Jérôme, c'est que moi j'ai l'impression que les modèles économiques qui sont derrière, ils reposent sur une certaine prévisibilité des consommations d'énergie. Et dans ce domaine-là, bon, j'ai l'impression que c'est un peu la martingale et que au final, la consommation d'énergie d'un bâtiment, elle est difficilement prévisible. Et donc cette incertitude-là, est-ce qu'elle n'est pas aussi un frein majeur pour les professionnels ? Sur la dernière question, c'est vraiment l'objet d'une partie du projet que l'on mène, c'est-à-dire de mieux estimer, de voir quels sont les facteurs d'influence et de les maîtriser à partir du moment où les contrats pourraient être mis en œuvre. Donc de savoir la responsabilité, elle se trouve où s'il y a une contre-performance. Est-ce que c'est lié à la machine ? Est-ce que c'est lié au bâtiment ? Est-ce que c'est lié aux usagers ? Et ça, on peut y arriver, on a les outils pour arriver à définir ces aspects-là. Et le fait de comparer avec des expérimentations, avec de la mesure, ça nous permet de conforter les résultats que l'on va pouvoir définir. Ça reste des outils. Là, on est dans le cadre d'un projet de R&D. Je l'ai dit au début de mon intervention. On est en train de dégrossir un sujet qui est pas encore prêt à être mis en œuvre aujourd'hui. Mais on essaye d'amener des briques, des outils, pour que ça se passe mieux, que les acteurs anticipent un peu mieux où vont se situer les problèmes s'il y a des enjeux de garantie de performance. Et ça ne veut pas dire que, et pour revenir sur la première question, ça ne veut pas dire que celui qui porte l'offre, il va imposer 19 degrés dans la maison. Non, l'idée c'est de dire, un contrat où on va chauffer la maison entre 19 et 21, la mensualité c'est ça. Et je pense qu'il faut, c'est aussi un levier pour faire prendre conscience aussi aux usagers que leur sobriété, leurs gestes sont importants quand même sur tout ce dispositif. Donc moi je crois que c'est quand même un levier vraiment important pour changer la donne aussi vis-à-vis de ces problématiques-là, parce que les performances réelles après rénovation, on est parfois
à 100% des résultats qu'on voulait, d'écart, 100% d'écart avec les résultats qui étaient prévus. Donc c'est pas que les entreprises, hein. C'est les usagers. Oui, Faudrait va rajouter un mot, après on arrêtera la séance de questions, effectivement. Sur le volet juridique, effectivement, c'est ce que j'indiquais par la clarté des offres. Il y a une vraie demande et effectivement, c'est le premier frein. Et c'est quand je levais celui-là qu'on pouvait aller plus en profondeur. Et en effet, j'étais surprise de voir que, à part la surveillance du prestataire qui interviendrait un peu trop, il n'y avait pas tant que ça, en effet, le frein de se dire on va manager ma consommation. Mais effectivement, sur le volet juridique, là, il y a un gros sujet. Et je te rejoins sur le fait que, en tout cas, notre étude, c'est ce qu'elle montrait, c'est que côté consommateur, alors je ne suis pas dupe, on le sait en plus, toi et moi très bien, en sociologie, on est bien conscient que la méthode qualitative, elle induit un biais que moi j'appelle de séduction, qu'on appelle de désirabilité sociale aussi, où c'est vrai que le discours est à confronter aux actions. Ça, c'est sûr. Évidemment que les gens... moi, cela dit, c'est quand même déjà positif que j'en ai pas eu qui me tiennent un discours climato-sceptique. Ça aurait pu quand même. Mais on sait bien que les gens ont un discours quand même plutôt convenu. Néanmoins, ça veut dire aussi, parce que je le soulignais avec le mode de vie et la culture qu'on a, ça veut dire que ce discours, il commence à être intériorisé. Et donc ça, c'est très positif. Et c'est là qu'on peut se dire que si les offres bien ficelées arrivent, les consommateurs, eux, sont plutôt relativement prêts.